Okay, if microphones, can somebody please pass the microphone? Okay, coming. Microphone's coming. Je peux avoir... non, s'il te plaît, un crayon. Ahmed. Дуже дякую за можливість. Володимире Олександровичу, ви спілкувалися із партнерами. Звичайно, ключове питання цього саміту – це репараційна позика для України. Ви говорили, що вона має вирішальне значення. Який фідбек ви отримали від партнерів? Наскільки ви оптимістичні щодо... Que vous ont dit les partenaires? À quel point faites-vous preuve d'optimisme? Pensez-vous qu'une décision sur les prêts de réparation sera prise? Sinon, l'Ukraine va se heurter à des problèmes. Et quels sont ces problèmes? Est-ce que le front va s'effondrer? Va-t-il y avoir des problèmes budgétaires? Merci. Alors, je ne peux pas m'exprimer au nom des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Quant au format de l'aide disponible, nous croyons comprendre que la plupart d'entre eux soutiennent les prêts de réparation, certains soutiennent d'autres instruments. Alors, je ne peux pas m'exprimer en leur nom, je ne sais pas quels seront les résultats des délibérations aujourd'hui ou n'importe quel autre jour. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'on ne peut pas apporter de réponse à l'Ukraine. Il faut penser à la dimension financière de l'année prochaine, car évidemment, il existe des menaces. On parle de 45-50 milliards de déficit. Oui, c'est une réalité, un déficit même encore plus conséquent. Nous ne savons pas vraiment ce qui va se passer l'année prochaine. Nous souhaitons faire tout notre possible pour mettre fin à la guerre le plus rapidement possible, pour y apporter une fin par des moyens diplomatiques. Mais nous entendons également les messages, ou plutôt les bruits qui nous parviennent de la Russie. C'est la raison pour laquelle l'Ukraine se doit d'être forte. Donc on parle de 45 à 50 milliards. Ce déficit, ça ne concerne pas le front, ça concerne la capacité de l'Ukraine à combattre. Les risques sont immenses pour l'Ukraine. Et donc je suis ravi aujourd'hui d'avoir l'occasion de m'exprimer, de faire passer des messages forts pour l'Ukraine. C'était un aspect dans notre conversation. Autre élément, ça concerne les discussions diplomatiques avec nos partenaires américains. Nous espérons qu'une décision positive sera prise aujourd'hui. Micro pour l'intervenant à la tribune, s'il vous plaît. Yes, please. Micro, s'il vous plaît, en salle. Next question, TVP World, please. TVP World, prochaine question. Mr. President, thank you so much. Monsieur le Président, merci beaucoup. Première question, êtes-vous d'accord avec le Premier ministre Tusk ce matin? Il a dit que la seule possibilité pour l'Europe, c'est de l'argent aujourd'hui ou du sang demain. Vous avez rencontré le Premier ministre Bardewever. Que pensez-vous des préoccupations de la Belgique quant à d'éventuelles représailles si cette proposition d'utilisation des avoirs venait à être adoptée? Я думаю, що прем'єр-міністр передусім говорить про безпеку Європи. Він правий, що якщо сьогодні не підтримувати Україну... Le Premier ministre parle avant tout de la sécurité de l'Europe dans sa globalité. Si on ne se soutient pas l'Ukraine, si on la laisse seule, il faut comprendre que nous sommes seuls, nos combattants combattent seuls et tout le monde les respecte, les dirigeants les respectent, l'Europe nous soutient avec des armes, nous soutient financièrement. Le Premier ministre estime que si l'on ne soutient pas l'Ukraine, le risque est que l'Ukraine ne tiendra pas et donc l'Europe devra en payer le prix du sang. Je suis d'accord, la Russie envoie des signaux qui ne sont pas de paix aujourd'hui.
Je ne souhaite menacer ici Mais moi personne, aussi, je ne non? souhaite intimider personne. Je pense que demain, nous en saurons plus. Quant au Premier ministre belge, nous avons eu une bonne conversation. Nous comprenons, je comprends les risques dont il parle, mais nous sommes en guerre. Et je pense que les risques que nous rencontrons sont plus importants. Et il fait passer le message que d'une manière ou d'une autre, il faut régler ce problème aujourd'hui ou dans les jours à venir. Et comprendre que l'Ukraine aura un soutien financier, c'est un signal positif. La BBC. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais rebondir sur la question du collègue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que ceci signifierait si, au printemps prochain, il n'y a pas d'accord pour cette aide financière? Qu'est-ce que ça signifie pour l'Ukraine et la capacité de l'Ukraine non seulement à combattre, mais à bien fonctionner en tant que pays? Merci. Si, si, au printemps prochain, l'Ukraine ne reçoit pas la tranche correspondante et en cas de paix, nous utiliserions cette tranche pour la reconstruction de notre État ou en cas de poursuite de la guerre, l'Ukraine utiliserait cet argent pour les priorités suivantes. La production de drones, tout d'abord. Si cette tranche ne nous parvient pas, alors l'Ukraine aura revu à la baisse ou devra revoir à la baisse considérablement la production de drones. Nous utilisons des drones bon marché, nous sommes, je dirais, compétitifs sur ce plan. Pour le moment, nous avons une quantité compétitive de drones par rapport à la Russie et si cette tranche ne nous parvient pas, nous devrions avoir moins de drones ou en tout cas des drones d'une portée moins large. Ces drones à longue portée fonctionne bien. Et grâce à l'aide des Européens, des Américains, nous essayons de tout faire pour réduire la capacité des Russes et si cette tranche ne vient pas, nous aurons moins de capacité à le faire. Merci. Politico. Merci. Politico, Berlin. J'ai une question de suivi. Concernant les pourparlers qui se sont tenus à Berlin, il y a eu des questions très épineuses qui n'ont pas trouvé réponse. Par exemple, les questions territoriales. Est-ce que vous pensez que vous avez avancé sur ce point ou est-ce que vous pensez que la balle est dans le camp de la Russie désormais? Est-ce qu'il y a encore des questions ouvertes dont vous voulez discuter avec les Américains? L'un des points du plan américain, c'est l'adhésion à l'Union européenne de l'Ukraine. On parlait peut-être de 2027, donc certaines accélérations de la cadence. Quel est votre objectif? Est-ce que vous avez une date en tête? Et s'agissant des réformes qu'il faut entreprendre, qu'en pensez-vous? Merci de votre question. L'adhésion à l'Union européenne peut être accélérée. Cela dépend également des mesures que nous allons prendre. Cela dépendra des mesures prises par les dirigeants. Il ne faut pas qu'il y ait de blocage politique. Si cela est lié à des réformes, à des modifications législatives, je comprends la logique. S'il y a un blocage politique, par contre, je ne comprends pas cette logique. Mais je sais de qui émane cette tactique. C'est un secret de polichinelle. Dans le plan américain, il y a des garanties de sécurité. L'Ukraine négocie et nous comptons sur certaines de ces garanties de sécurité. S'il s'agit de garanties de sécurité des États-Unis, nous sommes en contact constant avec les Américains. Nous essayons de peaufiner les détails de ces différents points. Et puis, il y a aussi la possibilité d'une coalition des volontaires avec des garanties de sécurité de la part de l'Union européenne. L'adhésion est une garantie
garantie. Garantie politique, mais pas simplement, c'est une garantie géopolitique aussi. Pour nous, la date d'une adhésion à l'Union européenne revêt une importance toute particulière. Et là, je ne parle pas d'une année ou d'une date, non, parce que le tout sera décidé par les dirigeants de l'Union européenne. En tout cas, pour nous, il est important que la Russie ne décide pas ou que d'autres acteurs ne nous mettent pas de bâton dans les roues. Certains acteurs décident de bloquer pour des raisons politiques, et non pas parce qu'il n'y a pas eu de réforme entreprise en Ukraine. Moi, ce que je veux, c'est plus de justice. Maintenant, parlons de questions sensibles dont on a discuté avec les États-Unis d'Amérique. Oui, le Donbass est une question épineuse qui n'a pas encore trouvé réponse. Nous avons des vues divergentes où la centrale nucléaire occupée par les Russes qui ne fonctionne pas, elle doit fonctionner, elle doit produire de l'énergie. Et cette question n'a toujours pas trouvé réponse. La question de l'argent, tout simplement. J'ai exprimé très ouvertement ma position aujourd'hui auprès des collègues et des dirigeants et le prêt de réparation, à mon avis, est une question qui doit trouver une réponse positive parce que c'est une question qui est liée à l'aide financière accordée à l'Ukraine, bien sûr, mais au premier trimestre de l'an prochain, c'est aussi une question d'une autre nature. Nous ne voulons pas que cet instrument soit entre les mains des Russes. Nous ne le voulons absolument pas et nous ferons tout pour bloquer cette éventualité. Freedom. Пане президенте, вітаю. Олег Борисов, телеканал Freedom. Monsieur le Président, Питання до вас, пане президенте, але я дуже хочу, щоб зараз його Bonjour. почули мої колеги з інших країн, з інших редакцій. Я бачу дуже багато. Je souhaiterais que nos collègues d'autres médias В Україні є онлайн-ресурс. Онлайн-ресурс, який puissent en bénéficier. Il y a des médias puissants ici présents en Ukraine. Nous avons un site internet qui nous montre les missiles et les drones qui sont tirés où. Et là, on nous dit que 10 drones ciblent la ville de Dnipro et un missile cible Zaporizhia. Des missiles qui détruisent des logements. La ville d'Odessa, une ville de millions d'habitants, est sans électricité depuis 3 jours. Les chemins de fer ukrainiens n'utilisent plus de locomotives au diesel car il n'y a plus de carburant. La Russie a lieu 160 milliards d'euros pour la guerre l'année prochaine. Nos partenaires, suite aux discussions aujourd'hui, le comprennent. Est-ce qu'ils comprennent ce sujet politiquement? Est-ce qu'ils comprennent l'état d'esprit radical en Russie? Et qu'en est-il donc des volontés de paix de la Russie? Merci pour votre question. Merci d'avoir rappelé au monde dans quelles conditions combat l'Ukraine, car il faut comprendre que l'Ukraine se bat pour la vie. Et si l'on parle de défense aérienne, alors je ne vais pas vous parler des systèmes qui ont des problèmes, mais j'en ai discuté avec nos partenaires. Nous pouvons mener de longues discussions, mais chaque jour des missiles sont lancés, il y a des destructions. Donc soit nos partenaires nous donnent des licences, des missiles ou alors de l'argent et c'est nous qui achetons tout cela directement, mais il n'y a pas d'autre solution. Est-ce que les Européens le comprennent? Je pense que oui, mais lorsque les Russes prévoit un tel budget pour la guerre contre nous et contre personne d'autre, évidemment, il faudra nourrir cette industrie. Cet argent, ça ne sera pas que pour l'année prochaine. Mais que feront-ils après avec ces immenses entreprises militaires? Il faudra sans cesse les nourrir et les nourrir. Et pour soutenir leur effort de guerre, un effort permanent, parce que ce sont des montants considérables dont on parle. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que oui, nous avons l'Ukraine.
Mais ces budgets, au bout d'un moment considérable, ils devront bien être réorientés quelque part. Alors la question, ce n'est pas où, mais c'est le fait c'est qu'ils seront réorientés contre notre objectif. C'est une réalité. Et donc, quelqu'un d'autre sera aussi pris pour cible. Alors, je ne souhaite intimider personne, mais il faut être prêt, c'est tout. Et une dernière remarque, est-ce que l'Europe le comprend? Alors... Eh bien, je ne sais pas, ça reste à voir. Merci, Monsieur le Président. Presse danoise, lorsque vous rencontrez les dirigeants qu'une décision sera prise sur le financement, pensez-vous que cette décision pourrait être reportée, disons, à janvier ou voire plus tard? Nous savons que vous avez besoin de l'argent pour le deuxième trimestre 2026, mais la décision, quand doit-elle être prise? Quand en avez-vous besoin? Nos partenaires le savent, la décision peut être prise d'ici à la fin de l'année, la fin de cette année. C'est important de préciser. Merci. Euronews. Monsieur le Président, la question que je me pose est une question de suivi par rapport à la réunion de Berlin. Comment évaluez-vous les progrès qui ont été réalisés au niveau du volet diplomatique pour essayer de trouver une solution afin de finir, de mettre un terme à cette guerre? Et est-ce que vous avez envisagé une réunion imminente avec Donald Trump? Est-ce que les engagements qui ont été exprimés par les dirigeants européens pourraient remplacer le point lié à l'adhésion à l'OTAN? Merci. Il y a bel et bien des progrès dans notre dialogue avec les Américains. Pourquoi? Parce que dans nos échanges avec les États-Unis d'Amérique, nous avons quelques documents sur lesquels reposent nos discussions et dans ce dialogue, je le pense, nous avons des progrès. La question qui se pose maintenant est de savoir que ceci est une partie intégrante du processus de négociation. Il y aura peut-être des points qui seront amendés par les Américains, il y aura des discussions avec le côté russe et pour le moment, je n'ai pas de remontée d'informations concernant les progrès les plus récents. Je ne peux pas vous dire exactement ce qui s'y trouve, ce qui ne s'y trouve pas, mais dans les jours à venir, à coup sûr, nous serons en mesure d'en dire plus. Et puis la fréquence de nos réunions, ça fait aussi partie des progrès. C'est ma vision des choses. Il y a peut-être plus d'optimisme ici que de réalisme, mais c'est bien la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Et dans un contexte où nous luttons pour notre pays. Maintenant, s'agissant des garanties de sécurité et de la présence des dirigeants européens, nous ne pensons pas que l'Europe doive se substituer aux Américains. C'est la même attitude que nous avons vis-à-vis des garanties de sécurité des États-Unis, l'article 5 notamment, et donc qui dirait qu'il n'y aurait plus besoin de l'aide de l'Union européenne. Non, c'est bien différent. Et quels que soient les signaux envoyés par les Russes, on comprend bien qu'ils veulent exclure la présence même des Européens, ce qu'il faut éviter à tout prix. Parce que, en cas de poursuite de l'agression de la Russie, il ne faut pas oublier que nous ne disons pas que l'Europe devra se battre, mais que la présence des dirigeants européens réduira le risque de poursuite ou de réoccurrence, si je puis dire, de la guerre d'agression. Le nombre de drapeaux dans cette coalition des volontaires, quel que soit le format, eh bien, ça serait un risque important pour la Russie que de relancer une agression contre l'Ukraine. La présence des
des Européens, c'est important pour nous. On parle d'un filet de sécurité des Américains, on parle de partage des renseignements, on parle de garantie de sécurité solide de la part des États-Unis d'Amérique. Et bon, pour le moment, nous ne pouvons pas donner toutes les informations, tous les détails. Mais s'agissant de l'article 5 du traité de l'OTAN, nous comprenons bien que c'est une réaction à une agression et nous allons discuter de ces détails avec nos partenaires. Il s'agit d'un article qui doit être juridiquement contraignant. Ceci doit bien être compris et souligné par le Congrès des États-Unis. Thanks. Nice segue. Bonne transition. Wall Street Journal. Monsieur le Président, vous avez des garanties de sécurité présentées par les États-Unis. Vous avez dit que c'était une première mouture à Berlin. Les Américains affirment qu'ils présenteront cela au Sénat pour ratification pour que ce devienne juridiquement contraignant. Donc, qu'avez-vous besoin d'entendre encore des États-Unis au sujet du backstop? Qu'est-ce qu'il faut pour que cette première mouture finisse par vous satisfaire? Ensuite, les prêts. À quel point est-il important pour vous d'avoir cette promesse de prêt maintenant afin que vous puissiez négocier avec les États-Unis? Nous savons que vous êtes sous pression pour tout ce qui concerne les territoires, le Donbass, le Donetsk, pression donc du gouvernement Trump. Estimez-vous que ce levier donc dans les négociations, estimez-vous que ce sera un levier dans les négociations que de montrer que vous avez ces financements pour pouvoir combattre? Alors oui, vous avez raison, ce sont des questions qui sont intimement liées. Évidemment, vous m'entendez? Je le disais, donc ces questions sont interconnectées. Évidemment, il faut de l'argent pour que la Russie les autres acteurs dans le monde n'utilisent pas ces avoirs russes contre nous. Il faut les utiliser dans le cadre des négociations pour nous soutenir. Nous serons plus confiants à la table de négociation si nous disposons d'un tel instrument. Alors, pour l'instant, ces questions sont toujours en suspens. Peut-être que dans un an, ce ne sera plus le cas. Nous souhaitons vraiment nous concentrer sur l'essentiel ici afin d'arrêter Poutine. Pour trouver donc des issues aux négociations. Alors, lorsque l'on aura fini de parler des financements, on parlera du Donbass. Et encore une fois, tous ces sujets sont intimement liés pour nos partenaires. Ces sujets, les garanties de sécurité. J'en suis convaincu, la fin de la guerre, de manière générale, pas uniquement la fin de la guerre, de manière générale, c'est lié aux garanties de sécurité, car sans elles, on ne peut pas dire qu'il y aura une fin à la guerre. Il y aura des pauses, des interruptions, mais la Russie, si elle est prête à reprendre le combat, elle le fera. Et donc, il nous faut des garanties que tout le monde comprendra. Le peuple ukrainien, les Américains, les personnes qui habitent en Ukraine, qui souhaitent retourner en Ukraine, qui souhaitent investir en Ukraine, les Européens qui souhaitent voir l'Ukraine membre de l'Union européenne. Ce sont vraiment des sujets importants pour tout un chacun. Les garanties de sécurité, quelles sont ces garanties de sécurité pour l'Ukraine de l'après-guerre? Eh bien, là, oui. Personne ne croit au mémorandum de Budapest, aux accords de Minsk. Oui. Alors, vous posez la question, est-ce que c'est suffisant? Je pense qu'il faut que ce soit détaillé, c'est indispensable. Ce n'est pas suffisant, il faut une armée forte.
Et je remercie à ce sujet les États-Unis. On pose la question de la qualité et de la taille de l'armée ukrainienne. Et c'est ce que l'on peut constater et c'est ce en quoi croit le peuple ukrainien, une armée ukrainienne forte. Donc, question de contrat, de formation de qualité, une armée bien équipée. Donc, des armes aussi, des armes avant tout. Є питання, на яке поки що я не можу отримати відповідь. Не можу, це не значить, що хтось не хоче. Des questions se posent. On ne peut pas y apporter de réponse. Certains ne veulent pas y apporter de réponse. Nous n'en sommes pas encore. Donc les garanties de sécurité, c'est une question qui se pose à tout le monde. On a des garanties similaires à ce qu'offre l'OTAN. Certains disent que ce n'est peut-être pas forcément une bonne chose. Alors ce n'est pas à moi qu'il revient d'évaluer tout ça. Moi j'ai un objectif qui est d'obtenir une réponse aux questions. Que feront les États-Unis si la Russie nous agresse à nouveau? Que feront ces garanties de sécurité? Comment vont-elles fonctionner? Que feront nos partenaires? Comment arrêteront-ils Moscou? Voilà, cette conférence de presse du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui donc se poursuit en marge de ce Conseil européen en cours à Bruxelles. On voulait vous faire vivre cette séquence partiellement en direct que Caroline de Camara également a suivi avec nous depuis Bruxelles. Caroline, vous êtes avec nous. Tous les sujets y sont passés, on vient de le voir, à la presse internationale évidemment rassemblée face au président ukrainien avec beaucoup de questions à poser en cette fin d'année. L'état évidemment des discussions de paix avec les Américains, il a dit ça progresse, Volodymyr Zelensky. Il a été question de la posture russe également, très hostile toujours aux Européens après ces derniers propos à notre égard. Et il a aussi été question donc de ces avoirs russes. Ça fait beaucoup de sujets pour lui. Il tente évidemment de faire l'explication de texte, mais on sent bien qu'il est dans un entre-deux aussi, le président ukrainien aujourd'hui. Oui, enfin, j'ai trouvé quand même que Volodymyr Zelensky, ce président ukrainien, il est parfaitement au fait de ce qui se passe dans un Conseil européen. À force d'y participer depuis plus de 3 ans et demi, soit en visio, soit en direct, il sait parfaitement bien parler aux Européens. Il a remercié les Américains aussi à distance, pour ne pas oublier Donald Trump. Mais il a dit que finalement, il avait besoin des Européens pour avoir des garanties de sécurité dans le futur. C'était important qu'il y ait des drapeaux européens qui flottent sur le sol ukrainien parce que ça allait dissuader mieux la Russie d'attaquer à nouveau. Il a dit qu'effectivement, il souhaitait rejoindre le club européen. Le processus d'adhésion est en cours, mais que ça ne devait pas être décidé par les Américains et les Russes au-dessus des Européens, que c'était un processus qu'ils comprenaient, si c'était un processus effectivement didactique, pédagogique, etc. Et puis la montée en puissance de l'état de droit ukrainien, mais pas si c'était un blocage politique. Et là, c'était finalement un pavé dans la mare de Viktor Orban, le leader hongrois, qui est accusé de jouer du côté de Vladimir Poutine en bloquant le processus d'adhésion et les étapes d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Mais alors sur les avoirs russes, c'était à la fois, il a dit, je laisse finalement les Européens choisir la méthodologie entre les avoirs et un grand emprunt. On voit bien que son cœur penche quand même pour les avoirs, parce qu'il dit il ne faut pas que finalement ce pactole de plus de 200 milliards d'euros qui est dans les banques européennes puisse bénéficier à la Russie. Puis d'ailleurs, même Donald Trump, à un moment dans son plan de paix, dit que ça allait peut-être bénéficier aux Américains, à un consortium russo-américain. Donc il ne faut pas, ça ne serait pas juste. Et donc il est allé voir en bilatéral, vous l'avez compris, Bart de Wever, le Premier ministre belge, qui ici est en train de dire que non, sur tous ces avoirs russes, il y en a 185 milliards qui sont dans les coffres d'Euroclear sur son territoire et qu'il a besoin de garanties de ne pas porter la responsabilité économique et juridique tout seul, la Belgique. Donc ce leader, il est sous pression, vous l'avez compris, de Volodymyr Zelensky. Il n'y a pas besoin, il ne peut pas faire jouer son veto parce que c'est à la majorité qualifiée. Donc on pourrait se passer de son avis pour aller piocher dans les avoirs russes à l'issue de sommets aujourd'hui et demain. C'est un peu délicat politiquement puisqu'ils sont essentiellement sur son sol, donc c'est un peu délicat. Donc on voit bien qu'il y a une grosse pression exercée par Volodymyr Zelensky, la présidente de la Commission, le chancelier Merz,
etc., pour qu'on utilise cette méthode d'adosser un prêt de réparation à l'Ukraine à finalement des avoirs russes qui sont gelés parce que c'est l'agresseur. Et puis l'autre piste, elle est aussi à l'étude, c'est un grand emprunt européen sur les marchés avec le budget de l'Union européenne pour le couvrir. Mais là, c'est susceptible d'avoir un veto hongrois. Et donc ça, c'est une méthode qui est difficile aussi. Donc voilà, tout cela est très important parce que l'Ukraine, en effet, a un déficit, il l'a souligné, de 51 milliards d'euros et a besoin dans les 2 prochaines années de 170 milliards d'euros, rien que pour fonctionner normalement et poursuivre sa guerre. Merci beaucoup Caroline de Camarel, notre envoyée spéciale donc à ce Conseil européen en direct de Bruxelles.